Bonjour à tous, hein. C'est vrai que en vrai, on peut plus s'attendre. Là, il y a quelque chose un peu de bizarre par cette forme en distanciel, mais bon, voilà, on n'a pas trop le choix. Donc, vous participez à la première séance du webinaire qui s'appelle donc Face à la pandémie des choix de société, organisé par la Fondation Gabriel Péri et le webzine de la Fondation Silo Mag, qui est un webzine créé par donc la Fondation Gabriel Péri, les éditions sociales et la revue La Pensée. Donc, je suis chargée de présenter rapidement pour arriver au sujet d'aujourd'hui, ce séminaire. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il s'inscrit dans la suite d'un silomag qu'on a publié au mois de juillet, consacré donc à la situation, puisque forcément, au départ, c'était autre chose qui était prévu en juillet, mais face à cette crise sanitaire et notamment le premier confinement qui a créé une situation assez inédite à l'échelle des générations vivantes actuellement, tant par son caractère planétaire, son ampleur, et aussi l'ensemble des dimensions de nos vies et de l'organisation de nos sociétés qui ont été impactées. Alors au départ, on a beaucoup entendu de monde d'après, que rien ne pourrait recommencer comme avant, qu'on tirerait les leçons de cette crise sanitaire. Bon, dès le départ, un certain nombre, certainement dans le public, ont pu entretenir un certain scepticisme à l'égard de ces affirmations. Et avec le recul, on a plutôt l'impression que beaucoup de choses vont continuer comme avant, notamment au niveau des logiques structurantes qui guident nos dirigeants politiques et économiques, mais aussi en fait de la crise systémique que nous vivons, puisqu'en fait cette pandémie a finalement exacerbé l'ensemble des dimensions sociales, économiques, financières, politiques, écologiques, culturelles, idéologiques de cette crise systémique qui existait bien avant cette crise sanitaire. Peut-être qu'on peut dire que cette crise sanitaire vient encore amplifier une prise de conscience croissante du fait que nous sommes face à une crise de civilisation et que nous avons un besoin de changer de trajectoire, d'abord pour la survie de notre espèce dans des conditions un peu propices à la vie, mais aussi si on veut essayer de faire vivre encore un petit peu les valeurs de liberté, d'égalité ou de fraternité. Et c'est dans ce sens-là qu'on a pensé ce silomag de juillet, pour penser au-delà de la conjoncture et de la crise sanitaire, et utiliser donc la puissance des pensées critiques pour contribuer au débat, donc pour discuter de la nature réelle de cette crise, de ses conséquences immédiates et de long terme sur les différentes dimensions déjà citées, sur ce qu'elle bouleverse dans les réalités du monde, dans les perceptions, dans les rapports de force, et aussi questionner les impasses de la logique du capitalisme de recherche prioritaire de profit et de la logique néolibérale qui vise à tout mettre en concurrence. On a aussi dans ce silomag cherché à mettre en avant la richesse et l'actualité des propositions et expériences alternatives. Voilà, donc ce silo, si vous voulez le voir, il est sur le site, vous pourrez, donc sur le site de Silo, vous pourrez le suivre à Silo, enfin sur l'URL c'est silogora.org, mais sinon il est en présentation sur le site de ce webinaire. Et donc avec ce webinaire, on veut poursuivre ce travail amorcé avec un peu plus d'interactivité et plus de possibilités de débat. On voit aujourd'hui, je pense qu'on ne pensait pas ça en juillet, que cette crise aujourd'hui apparaît un peu sans fin et que les effets sociaux, politiques, économiques, relationnels, psychologiques, aussi géopolitiques sont importants et que donc il est important de continuer à réfléchir, à essayer de comprendre et à débattre. Mais l'objectif avant tout de ce webinaire, c'est essayer de mettre en avant les choix de société derrière telle ou telle conception, telle ou telle mesure, telle ou telle politique. Arroser d'argent les entreprises, notamment les grosses, comme lors de la crise de 2008, c'est un choix de société, c'est la concrétisation du vieil adage de privatisation des profits et de socialisation des risques, déjà bien ancien, alors qu'on aurait pu utiliser cette masse d'argent pour favoriser des réorientations stratégiques, sociales, écologiques. Applaudir les infirmières et au départ les agents de service public, notamment les enseignants, mais poursuivre les transformations néolibérales, c'est un choix de société. Concevoir les vaccins comme une marchandise et non comme un bien commun, c'est un choix de société. Voilà, donc avec ce webinaire, on veut contribuer à une confrontation démocratique sur les choix en présence. Il est en cours, le programme est en cours d'élaboration. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Silo ou de la Fondation
pour pouvoir être informés des prochaines dates. Mais je peux déjà vous dire quelques-unes des grandes thématiques, à part celle d'aujourd'hui. Donc, on s'intéressera à la science et à la connaissance, à l'épreuve du doute, alors que notamment la capacité à impliquer les citoyens dans les débats scientifiques est particulièrement importante pour faire vivre la maîtrise sociale des innovations et transformations, et puis pour adopter des choix répondant à l'intérêt général. On va aussi aborder la question de l'explosion de la pauvreté qui pose même la question de la possibilité de faire société. Et donc, comment on y répond dans l'urgence, mais quelles sont les réponses de long terme pour faire vivre la valeur centrale d'égalité, ou encore les libertés sous tension dans une situation d'état permanent, d'état d'urgence qui s'éternise, l'hôpital, les transformations de l'école, les transformations du travail, ou encore les questions plus macroéconomiques. Voilà, dès à présent, je vais laisser la parole à Christelle Lemoin qui va vous présenter la séance et les différents intervenants. Et moi, je disparais pour aller en technique, puisque c'est ça le distanciel, il faut de la technique. Au revoir et bonne séance. Merci beaucoup Louise pour ces quelques mots de présentation de notre webinaire. Alors nous avons choisi effectivement de faire notre séance inaugurale autour de l'enjeu du vaccin qui nous semble être un petit peu le catalyseur de toutes ces grandes questions. Cristallise en effet beaucoup d'enjeux. Les choix qui concernent le vaccin déterminent en effet le type de société que nous voulons et le type plus largement de civilisation dans laquelle nous voulons vivre. Le vaccin interroge notre rapport au marché, notre rapport aux acteurs du secteur privé, de l'industrie pharmaceutique. Il interroge aussi le rôle des acteurs publics qui nous gouvernent, qui gèrent la crise, qui négocient avec le secteur privé. Donc, le vaccin pose un enjeu pour nous qui est fondamental, celui du contrôle démocratique que l'on peut avoir sur les décisions politiques et sur la gestion de la crise. Il pose également l'enjeu essentiel de la transparence qui est absolument indispensable dans un état de droit pour nous permettre en tant que citoyens justement d'exercer nos droits. Une transparence qui est également essentielle pour élaborer les politiques publiques. En l'occurrence, en ce qui concerne la pandémie, les stratégies vaccinales qui doivent avoir comme objectif de garantir l'accès au plus grand nombre, c'est-à-dire à tous, au vaccin. Cet objectif, rappelons-le, constitue un droit fondamental que les pouvoirs publics ont une obligation absolue de mettre en œuvre, tout comme ils doivent coopérer au niveau international pour rendre effectif le droit à la santé. Et on peut aussi rappeler ici que ce droit à la santé constitue un objectif des Nations Unies pour le développement à l'horizon 2030. Et cet accès à la santé pour tous nécessite évidemment de faire des traitements et des vaccins des biens communs à l'échelle de l'humanité tout entière. Donc la séance de ce soir a pour objectif de voir comment on peut faire avancer cette idée que nous avons le besoin d'un accès universel au traitement et aux vaccins, comme je le disais, à l'échelle de l'humanité entière et non pour quelques privilégiés. On a vu que la montée en puissance de la mobilisation des organisations de la société civile, des partis politiques, des syndicats et des scientifiques ces derniers mois peut être absolument déterminante et peser sur les choix politiques qui sont faits et qui vont être faits prochainement. Et puis, il existe des points d'appui institutionnels pour avancer vers cette idée de bien commun. D'abord au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on peut rappeler les propos du directeur général qui a dès le mois de janvier, le 18 janvier, averti que le monde était au bord d'un échec moral catastrophique si les pays riches continuaient de s'accaparer les vaccins. Parmi les points d'appui institutionnels, on a aussi le Conseil de l'Europe qui vient d'adopter une résolution favorable à un accès universel au traitement et aux vaccins pour en faire des biens communs. On a des points d'appui juridiques aussi dans le cadre des accords sur les droits de propriété intellectuelle qui permettent des dérogations, des licences qui permettent d'ouvrir une production à plus large échelle, qui sortent des griffes du secteur privé. Des points d'appui existent donc au sein de l'Organisation mondiale du commerce, au sein de l'Union européenne. Donc, on va essayer de voir ce soir comment tout ça se développe et comment les mobilisations peuvent s'élargir et s'amplifier sur ces questions de faire du vaccin un bien commun.
On a donc le plaisir de recevoir pour aborder toutes ces questions nos 3 intervenants. Tout d'abord, Marc Botanga, bonsoir. Vous êtes député européen, membre du Parti du Travail de Belgique. Alors, vous êtes l'un des promoteurs de l'initiative citoyenne européenne Pas de profit sur la pandémie, qui a pour objectif de mobiliser 1 million de signatures pour convaincre la Commission européenne de prendre des mesures pour permettre un accès équitable à tous aux vaccins et aux traitements, et pour éviter qu'ils deviennent des sources de profit indécents pour le secteur pharmaceutique. Et puis, vous faites également partie des parlementaires qui ont pu, dans des conditions très particulières et assez drastiques, consulter un des 6 contrats qui a été conclu entre les laboratoires et l'Union européenne concernant le vaccin. Et donc, vous avez pu consulter ce document grâce à une pression que vous avez exercée avec d'autres parlementaires sans relâche et au quotidien pour exiger des institutions européennes qu'elles soient davantage transparentes dans les contrats. Merci d'être avec nous ce soir. Également, Danny Cohen, merci d'être présent. Vous êtes professeur des universités à l'école de droit de Sciences Po. Vous dirigez le Master 2 contentieux économique et arbitrage. Vous êtes également avocat et donc spécialiste du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Et vous nous expliquerez comment vous voyez les enjeux concernant les vaccins et sur quelle base juridique on peut envisager aujourd'hui de faire des traitements et des vaccins un bien commun. Également parmi nous, Jérôme Martin, bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et vous vous battez contre l'opacité qui règne dans le secteur pharmaceutique, que ce soit au niveau des essais cliniques, qui restent souvent discrétionnaires, que ce soit au niveau des contrats ou au niveau de la fixation des prix. Cette opacité freine toute perspective de voir s'instaurer une démocratie sanitaire. Et donc, au-delà du constat, vous élaborez aussi toute une série de recommandations pour une gestion publique concertée des politiques de santé qui nous permettrait de sortir des griffes du secteur privé financiarisé et monopolistique, je crois qu'on peut le dire comme ça, afin de garantir donc un accès de tous à la santé et particulièrement aux médicaments. Vous réclamez notamment un contrôle public sur les questions, sur les productions de médicaments. Également parmi nous ce soir, Thierry Baudin, qui a la gentillesse de remplacer Jean-Louis Perren, qui malheureusement pour des raisons médicales ne peut être parmi nous ce soir. Vous êtes coordonnateur CGT du groupe Sanofi et vous êtes engagé dans un mouvement social d'ampleur contre les décisions du groupe de continuer à licencier dans le secteur de la recherche, et ce en pleine pandémie, et également en toute impunité, puisque le gouvernement français se refuse à intervenir alors que l'entreprise bénéficie chaque année de plus de 100 millions d'euros de crédit d'impôt et qu'elle est en 2020 l'entreprise du CAC 40 qui fait le plus de bénéfices. Vous nous expliquerez un petit peu la bataille des syndicalistes au sein du groupe pour tenter de remettre au cœur des priorités l'intérêt général et la recherche. Donc, on va commencer cette séance par les questions de transparence qui sont au cœur des enjeux qu'on aborde dans la crise sanitaire. Jérôme Martin, je vous donne la parole pour une dizaine de minutes et puis ensuite, on continuera ainsi. À vous la parole. Merci, bonjour à tout le monde et donc merci de l'invitation et je suis très content d'être là. La situation actuelle, elle donne l'impression d'un chaos et d'un chaos inédit, notamment vis-à-vis des vaccins. Une pénurie, des rendez-vous reportés, des recommandations médicales qui sont obligées de changer puisque voilà, il faut 2 doses pour les vaccins et à cause des pénuries, on nous dit que ces 2 doses qui étaient espacées de 3 semaines, on peut éventuellement les espacer de 6 semaines en attendant que de nouvelles doses arrivent. Voilà, une gestion totalement chaotique. Ce que je voudrais bien indiquer, c'est à quel point il y a bien sûr une crise d'ampleur, une crise mondiale, mais à quel point les problèmes qu'elle révèle et les conséquences qu'elle a n'ont rien d'inédit. Ce que nous vivons, c'est ce que vivent depuis des décennies des personnes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui ont un besoin essentiel aux innovations médicales et qui en sont privées du fait d'un système qui a décidé de faire des médicaments, des produits de santé, un bien marchand et non pas un bien commun, et qui a incarné ce choix politique dans un système qui n'arrive pas à répondre aux besoins de santé, qui est notamment le système des brevets, et qui a en plus entouré cette privatisation
d'une très grande opacité. L'opacité, elle commence déjà avec les financements, parce qu'on parle de privatisation des biens de santé, mais il faut vraiment s'entendre sur ce qui est privé. Ce qui est privé, c'est les profits et la gouvernance, mais pour le reste, pour énormément de choses, la question notamment du financement, elle est publique. On le voit très bien avec le vaccin. Il y a des sommes énormes qui ont été engagées par la Commission européenne, par la Banque publique d'investissement, par l'argent public américain. On nous dit le vaccin Moderna s'est appuyé sur le NIH, donc le réseau public américain, structurellement, a pu faire ses essais et sa production là-dessus, et a bénéficié de pratiquement 1 milliard de dollars du ministère de la Santé américain. C'est donc l'argent public qui est là, et qui, dans le cas des vaccins, a été renforcé par le système des pré-réservations. C'est-à-dire que la Commission européenne, les États-Unis, d'autres pays ont préacheté sans trop savoir ce qu'on allait avoir, et donc se sont engagés dans des contrats, j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure, dont on ne sait pas grand-chose et qui nous bloquent aussi. Donc, on a un premier aspect qui est combien il y a exactement, à quoi sert cet argent. Cette question-là, elle n'a rien de nouveau. Notre observatoire, il a été notamment créé pour faire appliquer en France et un peu partout une résolution qui a été adoptée à l'Organisation mondiale de la santé au printemps 2019 qui demande aux États membres de faire la transparence sur les aides publiques à la recherche. Et on a un certain nombre d'exemples qui montrent qu'en fait, on paie les médicaments 2 fois. Une première fois pour la recherche, une participation très active à la recherche, et une deuxième fois par des prix, et des prix qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus immenses, de plus en plus énormes. Un exemple que l'on donne souvent, c'est le Zolgensma, une thérapie génique d'une filiale de Novartis, qui est vendue dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation pratiquement 2 millions d'euros l'injection, 2 millions d'euros, alors même que ce médicament a été découvert grâce à des recherches de l'INSERM, un institut public, et l'argent du Téléthon, de l'argent semi-public provenant d'une association caritative avec des dons défiscalisés. Donc, on est en train de payer 2 fois, il y a des prix de plus en plus prohibitifs. Ce qui ruine notre système de santé, ce qui provoque aussi des politiques d'austérité, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Et donc, quand on nous parle de limitation des dépenses de santé, c'est toujours valable pour les hôpitaux publics, pour des déremboursements de médicaments au sein de l'assurance maladie, pour ne pas augmenter le salaire des infirmiers et des soignants, et d'aggraver leurs conditions de travail. Mais ça n'est jamais pour vérifier la légitimité des prix par rapport à ce qu'on a payé, nous, déjà, une première fois pour la recherche, par rapport à la réalité des coûts de production. Un autre aspect donc, de cette opacité, c'est bien sûr les contrats, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, ce qui sera redit, développable, parce que j'imagine que d'autres personnes en reparleront. Dès le 5 mars dernier, donc c'était un petit peu tardivement, Emmanuel Macron a annoncé des partenariats publics-privés pour des recherches sur l'innovation, donc 5 mars 2020, en disant qu'il ne verrait pas la dépense. Dès ce jour-là, Emmanuel Macron aurait dû mettre des conditionnalités à l'argent public qu'il allait mettre. Conditionnalité pour un accès universel. Si nous payons la recherche, il faut que ça soit disponible pour tout le monde. Conditionnalité aussi à de la transparence. Nous voulons voir les protocoles des essais, les contrats bien évidemment, les résultats intermédiaires de ces essais aussi. Pourquoi c'est important? C'est qu'il n'y a pas que la question de l'argent. Il y a la question aussi de savoir, au fur et à mesure, on est dans l'urgence. Et donc, pour que cette urgence, on puisse y répondre, il faut bien qu'au fur et à mesure, les essais ont lieu. Donc, je rappelle très rapidement 3 phases d'essais cliniques sur la toxicité, sur l'efficacité et ensuite à plus grande échelle. Il faut bien qu'à chaque phase, on ait des résultats intermédiaires qui permettent d'anticiper la stratégie vaccinale qu'on va pouvoir mettre en place. Si donc, dès le départ, on avait mis ces conditionnalités de transparence, au lieu de commencer à fantasmer sur les résultats annoncés par pur communiqué des industriels à partir de novembre, tel jour 90% pour Pfizer, et puis une semaine après 94%, et puis après, oh ben moi j'ai 87,4%, des chiffres qui ne veulent rien dire puisqu'on n'a pas la question qui est posée au départ et qu'on n'a pas le protocole, le design de l'essai. Moderna était un peu plus transparent que d'autres, mais sinon, on n'avait pas. Donc, ces chiffres, 90%, 94%, ne veulent pas dire grand-chose. Des résultats intermédiaires revus par des comités indépendants auraient permis de voir quel est l'intérêt réel des vaccins pour tel et tel type de population, quelles sont les contraintes logistiques, type réfrigération immense pour le vaccin Pfizer, et donc d'anticiper les besoins pour qu'au moment de l'homologation, on puisse avoir anticipé un petit peu tout ça.
Cette transparence, elle permet aussi d'instaurer la confiance vaccinale. Un des grands arguments depuis 1 mois et demi, 2 mois pour justifier cet immense fiasco des vaccins que fait le gouvernement, c'est de dire que c'est à cause des anti-vaccins. Mais en fait, la confiance vaccinale ne descend pas du ciel, surtout dans un pays comme la France où il y a eu autant de ratés que celui, par exemple, de la H1N1. Elle ne s'instaure pas en pointant du doigt des personnes qui ont raison, qui sont légitimes à se poser des questions sur des vaccins qui ont été trouvés si rapidement, dans certains cas avec des technologies nouvelles. C'est normal de se poser des questions. Mais si on veut combattre ceux qui instrumentalisent ça à des fins politiciennes ou à des fins de buzz, voilà, réels, ceux qu'il faut combattre, ce n'est pas en pointant du doigt tous ceux qui se posent des questions. C'est précisément avec une transparence sur les produits. Et enfin, cette transparence, elle aurait obligé à ce que le modèle qu'on choisisse pour répondre à l'urgence ne soit pas celui de la course, de la compétition qui fait qu'on apprend sur les vaccins individuellement, mais bien sur l'échange et la complémentarité, de savoir à l'avance, de pouvoir combiner des stratégies en disant pour tel type de personne, ce vaccin-là est plus adapté que pour d'autres. On n'a rien fait de tout ça, on est dans la réaction systématique aux annonces des industriels, aux problèmes logistiques qui se posent, aux réticences d'une certaine partie de la population. Et on voit qu'en fait, la réticence, elle n'est pas un si grand frein que ça à partir du moment où la vaccination se met en place. Quand j'ai indiqué au début, et peut-être donc pour enchaîner sur l'intervention suivante, j'ai dit que rien de tout cela n'était nouveau. Je voulais juste donner quelques exemples. Une pénurie qui se justifie ensuite, qu'on essaie d'habiller médicalement en disant finalement c'est pas si grave, on fera ça en 6 semaines et pas en 3 semaines, alors que ça n'a pas été testé cliniquement. Les malades du sida des pays du Sud ont connu ça. Pendant très longtemps, l'Organisation mondiale de la santé a édité des doubles standards selon qu'on était au nord dans un pays riche ou au sud pour une mise sous traitement d'antirétroviraux contre le VIH. Donc, c'était un habillage médical de la pénurie. La question du fait que la pénurie et que les incertitudes autour des médicaments engendrent un discours complotiste, là aussi, la lutte contre le sida l'a connue, et notamment dans des pays du Sud, dans des pays d'Afrique. Il y a notamment eu tout un grand mouvement qui venait d'Afrique du Sud, le négationnisme du VIH, qui niait le lien entre le VIH et le sida, qui a imposé sa loi, notamment auprès du gouvernement d'Afrique du Sud, et qui a fait que pendant très longtemps, les médicaments n'étaient pas accessibles. Donc, on a connu ça. Et cette histoire de pénurie aujourd'hui, on y répond comment en Europe? On y répond en renforçant la pénurie à l'échelle mondiale. 96%, les pays riches, c'est 14% de la population mondiale. 96% des médicaments Pfizer ont été pré-réservés par ces mêmes pays riches. 56% des vaccins Moderna, je crois, ont été pré-réservés par les pays riches. Donc, on voit bien qu'on organise ça. Face à la pénurie en Europe, au manque, au lieu de voir que c'est un problème de production à la base, qu'une transparence et une planification auraient permis de voir, on est en train de nous dire que la seule réponse, c'est de contrôler les exportations à l'extérieur. Alors, vous vous souvenez peut-être du petit drama qu'il y a eu avec l'Écosse, la Grande-Bretagne la semaine dernière, mais le gros problème, c'est qu'on est en train de dire non, on ne peut pas exporter en Afrique. Voilà. La production européenne ne peut pas être exportée en Afrique. Pourtant, il y a un article du New York Times du 29 décembre qui nous dit que nous, Europe, importons à l'Afrique du Sud des doses de vaccins. Une usine qui ne peut donc pas irriguer au niveau local. Donc, voilà. Et ça peut, ça relativise aussi ce qu'on vit en France et aux pays riches. D'ici la fin de l'année, la coalition People's Vaccine Alliance a calculé que au train où vont les choses et au niveau de réquisition qu'on a, 9 personnes sur 10 en Afrique ne seront pas vaccinées contre le Covid, ce qui n'a rien de nouveau, mais où on voit bien que le problème fondamental, c'est celui du manque de production, c'est celui du manque de transparence, et c'est celui d'un système qui a décidé que le médicament, le vaccin, le diagnostic répondaient à la logique de l'offre et de la demande, et qu'à partir du moment où le marché n'est pas assez intéressant, qu'on ne veut pas faire d'investissement suffisant pour une production, qu'on n'est pas. Enfin voilà, on a des articles du LEM qui disent qu'ils ne veulent pas réadapter leur production. Le LEM, pardon, c'est l'instance de pression du lobby pharmaceutique en France, qui indique qu'ils ne sont pas prêts à faire les investissements nécessaires pour répondre aux besoins en production en pénurie. C'était en avril dernier, en pleine pénurie de médicaments essentiels dans les services de réanimation. Donc, on voit bien qu'on a un système privé qui dépend totalement de l'argent public pour la recherche, pour l'innovation, et qui n'est pas prêt à assumer ensuite sa part pour répondre aux besoins fondamentaux. Donc, il est temps d'en changer par la transparence,
par tous les systèmes qui vont être développés après, licence obligatoire, de trouver des marges au sein du système des brevets, mais aussi par la réinstauration d'un pôle public du médicament qui soit de la recherche à la production, soit assis sur une planification et la défense des vaccins, des médicaments, des diagnostics comme bien commun. Je vais laisser la parole, et puis s'il y a des questions, je la reprendrai. Oui, merci beaucoup, Jérôme Martin, pour cette entrée en matière très, très, très dense, hein, puisque vous avez rappelé le fait que dès le début de la pandémie, les pouvoirs politiques n'ont pas posé de conditionnalité au versement d'argent public massif pour travailler sur ces vaccins et que là constitue un premier nœud des problèmes. Et puis également, donc, vous avez expliqué que l'absence de transparence des industries, des laboratoires pharmaceutiques empêchait en fait tout développement de stratégies vaccinales cohérentes et en phase avec les besoins, qu'on a été pris dans une sorte de spirale, d'une précipitation sans contrôle en fait. On a l'impression vraiment d'un grand amateurisme. On va revenir un petit peu sur ces points en détail. Vous avez aussi fait la référence à la décennie 2000, fin des années 90-2000 sur les antirétroviraux et la lutte contre le sida dans les pays pauvres où finalement on a déjà ces questions qui se sont posées, des solutions qui ont aussi été trouvées au-delà des nombreux problèmes qui ont été posés. Donc là aussi on pourra essayer de revenir pour voir comment en fait on peut s'en servir comme référence pour avancer sur l'idée de médicaments et de traitements et de vaccins comme bien commun. Et puis aussi, vous avez expliqué, donc on était davantage face à un problème de production. Donc, ce qu'il faudrait, c'est libérer les capacités de production, peut-être autoriser, accorder des licences pour produire davantage. Donc là, on touche à des aspects plus juridiques. Donc, je me tourne vers Dany Cohen pour vous donner la parole, pour que vous puissiez un petit peu nous expliquer comment, au niveau du droit, ça se passe. Qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre pour pouvoir avancer l'idée d'un accès universel et d'un bien commun pour ces vaccins? Écoutez, moi, je pense que sur les objectifs, je rejoins tout ce qui a été dit. Sur les moyens, je ne suis pas du tout convaincu par l'idée que des médicaments ou les vaccins, d'une manière générale, soient d'emblée un bien commun. D'abord parce que ça dépend de quelle façon on prend les choses, mais au fond, ce qui caractérise le système dit libéral, c'est un système de concurrence. Et d'ailleurs, dans la présentation, on nous a dit, ben voilà, il y a une logique néolibérale qui cherche à tout mettre en concurrence. Mais justement, le brevet, c'est quelque chose qui soustrait à la concurrence. Donc chez ça, déjà, ça s'inscrit dans une logique qui est particulière, puisque le titulaire du brevet, comme l'auteur d'une œuvre de l'esprit, que ce soit une chanson, un film ou un texte littéraire, bénéficie d'un monopole qui le met de manière catégorique à l'abri de toute concurrence. Et donc, de ce point de vue-là, le système n'est pas vraiment représentatif des mécanismes de concurrence. Il en est au contraire antinomique. Et je dirais qu'il faut se souvenir aussi, et là je vais peut-être avoir une voix décalée par rapport à ce qu'on est en train de se dire, il faut se souvenir que le droit d'auteur, enfin toute la propriété intellectuelle, c'est une création de la Révolution. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans les mécanismes, dans la société d'Ancien Régime, n'est pas reconnu, et ça va être reconnu uniquement par la Révolution. Donc, après, à l'intérieur des situations de protection que confèrent les brevets, on a des situations tout à fait contrastées. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à parler en termes de principe. C'est-à-dire que, évidemment, que ça me plairait que les vaccins, spécialement les vaccins, mais les médicaments d'une manière générale, pourquoi pas, soient des biens communs. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas des biens qu'on fabrique comme des pullovers, c'est des biens qui nécessitent une recherche importante en amont, et donc il faut quand même que cette recherche soit financée. Il faut que les fonds soient mis, et c'est un problème qui a une acuité, je dirais, spécialement en France, où on a, par rapport à l'Allemagne par exemple, mais on a une recherche publique
qui est très insuffisamment dotée. Donc en réalité, une bonne partie de la recherche est une recherche qui est faite par des laboratoires privés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne se servent pas de découvertes qui ont été faites avant eux, qui sont tombées dans le domaine public, ça c'est certain, mais c'est quand même une recherche privée. Et donc la question qui pour moi se poserait, si on voulait en faire un bien commun, c'est qui va financer? Dans l'idéal, moi je voudrais bien que la collectivité publique finance, mais justement elle ne le fait pas. Il y a aujourd'hui un rapport du Conseil d'analyse économique qui vient de sortir et qui montre justement le sous-financement en France de la recherche en cette matière. Donc il y a quand même un problème de financement de la recherche scientifique. Ce n'est pas les choix qui ont été faits par nos gouvernants. Je le regrette évidemment comme tout le monde ici, j'imagine, mais à partir du moment où on est face à cette réalité, il y a aussi besoin à un moment qu'il y ait de l'argent qui vienne d'ailleurs. Donc il y a quand même cet aspect-là, et il y a malheureusement dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et il y a l'idée d'incitation avec le fait qu'on va pouvoir trouver un médicament et qu'on va gagner de l'argent. Du coup, moi, j'aurais une certaine hésitation parce que je ne vois pas comment, à brève échéance, et à part un retournement de la société et du monde économique tel qu'il est aujourd'hui, je ne vois pas comment on arriverait à remplacer le système tel qu'il fonctionne. J'ajoute qu'il y a sur le plan juridique un accord qui s'appelle l'accord ADPIC, qui a été signé à Marrakech en 1994. Et cet accord qui consolide les droits de propriété intellectuelle s'accompagne de clauses dérogatoires qui sont prévues par les articles 30 et 31 du traité et qui permettent de passer outre aux droits de propriété intellectuelle. Simplement, il y a une analyse récente qui a été publiée par un juriste dans les revues juridiques l'année dernière et qui montre que ce système fonctionne mal. Il fonctionne mal parce qu'il a été mal conçu, parce qu'il a été... Je ne peux pas entrer dans le détail, si vous voulez, l'article fait 2 pages, l'article 31 de l'accord ADPIC fait 2 pages, il est très compliqué, il est difficile à mettre en œuvre. Donc, dans les modalités pratiques, c'est mal foutu, mais dans le principe, il y a déjà de quoi passer outre aux droits de propriété intellectuelle. Ça s'est passé difficilement, j'allais dire, au forceps pour tout ce qui concerne les médications contre le sida, parce qu'il a fallu tordre le bras au laboratoire, mais enfin, ça a été âpre, mais ça a abouti quand même. C'est-à-dire que les États qui ont vraiment fait l'effort de le mettre en œuvre ont fini par y arriver. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ce qu'il faut, c'est avoir un système où on peut passer outre, parce que quand je regarde le texte tel qu'il est, si je remets la main dessus, je l'avais ici, voilà. Il permet quand même, dans des situations, il prévoit par exemple des situations d'urgence nationale ou des situations d'extrême urgence qui permettent de passer outre aux droits de propriété du titulaire du brevet. Et je dirais même que ces situations ne sont pas les seules. Il y a une série d'exceptions. Simplement, ça a été configuré, j'ose pas dire de manière malthusienne, mais de manière qui est insuffisante, puisque en pratique, ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Et j'aurais tendance à dire que si on le voit comme un système dans lequel on voudrait que ce soit des biens communs d'emblée, moi, je serais évidemment d'accord pour cet objectif, mais je pense que ça n'est pas réaliste. Et je dis, vous remarquez que je prends soin de dire des biens communs d'emblée, parce que à l'issue de la durée d'un brevet, les médicaments, que ce soit des vaccins ou autres, deviennent des biens communs. Ils tombent dans le domaine public. Donc, c'est une propriété temporaire qui est une construction intellectuelle et qui soustrait à la concurrence ce type de système.
j'ajoute que quand on regarde les reproches qui ont été faits à l'Union européenne en ce qui concerne les vaccins contre le Covid, les reproches qui peuvent lui être faits ne portent assurément pas sur le principe des tarifs, parce qu'au contraire, l'Union européenne a négocié les tarifs plutôt mieux, par exemple, que les Américains ou les Anglais, qui, eux, ont fait passer l'approvisionnement avant l'aspect de dépenses publiques. Donc, ils ont donné plus aux laboratoires en termes financiers. Et j'ajoute autre chose qui est un peu latéral par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais qui mérite quand même d'être souligné, c'est que on s'est à un moment donné, il y a quelques, je sais plus, il y a 2, 3, 4 mois, je ne sais plus très bien, on s'est insurgé contre le fait que les Américains allaient bénéficier, je ne sais plus pour lequel des vaccins, excusez-moi, d'un approvisionnement prioritaire. Mais en réalité, l'approvisionnement prioritaire dont ils vont bénéficier, il tient à un système qui est un système beaucoup plus social que le nôtre, qu'ils ont mis en place, et que j'aurais bien aimé qu'on mette en place chez nous, qui est qu'il y a des agences publiques américaines qui ont, au stade de la recherche, mis beaucoup plus d'argent. Elles ont mis de l'argent dans la recherche, ce que nous n'avons pas fait, et elles l'ont fait, ce que je comprends très bien, parce que je trouve normal que la puissance publique exige des contreparties. Elles ont mis cet argent en amont en échange d'un accès prioritaire qu'elles ont eu pour les vaccins. Et donc l'accès prioritaire dont elles bénéficient est un accès prioritaire qui relève d'une politique publique. Ce n'est pas parce que c'est des Américains, c'est parce qu'il y a des agences qui ont mis de l'argent public alors que nous ne l'avons pas fait. Donc il y a aussi, donc je ne vois absolument rien de scandaleux à ce que dès lors, ils aient un retour prioritaire puisqu'ils ont mis de l'argent public. Voilà. Ben merci, merci Dany. Je pense que cette intervention va susciter des réactions parmi nos autres panélistes. Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose? Mais bien évidemment. Je pense qu'il y a des choses, les juristes sont des pragmatiques. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait aussi beaucoup plus se focaliser. Par exemple, quand la collectivité publique, je devrais dire la Sécu, achète des médicaments, le prix de ces médicaments est négocié. Je ne comprends pas pourquoi sur tel ou tel médicament, en France, la Sécu va payer par exemple sensiblement plus cher que la Sécu italienne. Donc, il y a, je dirais que pour moi, c'est plus sur des choses comme ça, où il y a dans le rapport de force avec la puissance économique des laboratoires, il y a un travail qui, en tout cas chez nous, là je parle de la France, est mal fait. Je ne sais pas pourquoi il est mal fait, je ne sais pas qui négocie, je ne sais pas pourquoi on paye plus cher qu'ailleurs. Je pense que ça n'est pas sur tous les médicaments, mais sur des médicaments qui sont d'usage important, il y a quelque chose de tout à fait anormal. Voilà. Merci Dany, effectivement pour ces précisions concernant la sécurité sociale, très importantes, puisque pour ce qui concerne la France, le prix du médicament n'est pas fixé en fonction du coût de revient de ce médicament, mais plus en fonction du service social rendu, c'est-à-dire de ce qu'il permettrait d'économiser en termes de conséquences négatives à gérer par la société par la suite. Donc effectivement, cette question de la fixation du prix du médicament en France pose débat, et il y a un certain nombre de propositions alternatives qui pourraient être considérées pour qu'on revoie un petit peu les prix du médicament en France. Oui, une approche qui peut un peu nous dérouter par rapport à l'angle qu'on avait choisi aujourd'hui, hein, d'emblée décider que le vaccin, on souhaite en faire un bien commun. Après, bien sûr, la propriété intellectuelle a ses avantages, et c'est aussi une forme de progrès. Néanmoins, ne peut-on pas considérer que concernant la santé et concernant les médicaments et les vaccins, on est face à des biens, des produits qui sont tout à fait particuliers et qui là nécessitent un traitement autre, dérogatoire, un traitement spécifique.
C'est quand même une question qu'on peut se poser, et d'autant qu'on a, comme vous l'avez dit, des marges de manœuvre au niveau des accords sur les droits de propriété intellectuelle, avec la possibilité de passer outre, comme ce qui a été fait pour les médicaments, les antirétroviraux. On peut quand même rappeler, et je pense que Jérôme Martin là-dessus pourra nous donner plus de détails, que effectivement ça a été un chemin de longue haleine pour les pays qui ont souhaité produire des médicaments antirétroviraux et permettre à la population d'y avoir accès. Ça a été, je crois, une bataille de près d'une décennie, donc c'est pas si facile que ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Inde et l'Afrique du Sud pensent qu'il faut plutôt se battre au niveau de l'OMC pour une levée directe de la propriété intellectuelle pour pouvoir avoir des possibilités de production plus importantes. Et une démarche qu'ils ont initiée depuis le mois d'octobre et à laquelle s'opposent systématiquement les pays où on trouve les grands laboratoires pharmaceutiques, donc la France, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, la Suisse. On a eu des réunions qui se sont tenues récemment. Une prochaine réunion est prévue le 23 février. Peut-être un vote. Et là, c'est une question, un enjeu stratégique à suivre pour savoir si effectivement la question du bien commun va pouvoir se reposer au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Donc maintenant, je vais passer la parole à notre parlementaire, donc notre acteur politique qui est au cœur de ces dossiers au niveau de l'Union européenne pour votre appréciation des enjeux et puis la bataille que vous menez sur ces questions depuis plusieurs mois. À vous, Marc Botinga. Merci beaucoup. Merci aussi encore une fois pour l'invitation et merci aux deux intervenants précédents pour leur vue contrastante. Je pense que c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a deux biais, disons, par lesquels prendre cette question qui ne sont pas forcément ou qui n'aboutissent pas forcément aux mêmes conclusions. Alors, nous avons suivi ce dossier depuis le début. En fait, j'ai été revoir la première fois que je suis intervenu face à Madame van der Leyen, donc la présidente de la Commission, c'était le 19 avril. Donc, ça date entre-temps. Et à l'époque, on était assez plein d'espoir, je veux le dire. Pourquoi? Parce que Madame van der Leyen était venue déclarer qu'elle ferait de ce vaccin un bien commun universel. Donc en soi, voilà, ça nous remplissait d'espoir parce que ça avait un sens. Au-delà des débats qu'on peut avoir, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, sur la question de la propriété intellectuelle, il faut souligner qu'on est en pandémie. Une pandémie, heureusement, et on l'espère, n'apparaît pas tous les 10 ans ou tous les 50 ans. Et donc, on est dans une situation particulière. Il est aussi clair qu'en pandémie, c'est un de ces moments où personne n'est protégé jusqu'au moment où tout le monde est protégé. Ça devient un slogan, mais il y a un fond de vérité là-dedans. On le voit bien avec les variants sud-africains qui sont réimportés chez nous et vice-versa. Donc, après, on est plus sûr de l'efficacité des vaccins, etc. Donc, on voit bien que tout est vraiment lié et que donc, si on veut trouver des solutions, il faut penser au niveau global. Malheureusement, la Commission européenne a ensuite abandonné cette logique du bien commun et elle a choisi deux pistes différentes. Elle a sous-traité, si on veut, la solidarité internationale à un mécanisme COVAX, qui est un mécanisme d'achat groupé, si on veut, au niveau international, destiné à toute une série de pays qui auraient des difficultés à acheter des vaccins à cause de difficultés financières tout simplement ou de concurrence internationale. Le grand problème aujourd'hui avec COVAX, c'est que ça ne marche tout simplement pas. Je ne veux pas dire que c'est un échec déjà parce que j'ai de l'espoir que ça marche quand même, mais pour l'instant, on est face à un constat où COVAX a acheté beaucoup trop peu de doses, où il y a pour l'instant, je pense, 130 pays qui n'ont pas encore vu un vaccin. Et qu'effectivement, je pense que tout à l'heure, ça a été rappelé que Oxfam prévoit que cette année, il y aura dans une série de pays, les pays les plus pauvres, qu'une personne sur 10 qui aurait accès au vaccin. Et donc, ça montre que le mécanisme COVAX ne fonctionne pas très bien. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il a été concurrencé par le deuxième pilier, si on veut, de l'approche européenne, qui a été celui des achats bilatéraux. C'est-à-dire entre l'Union européenne d'une part et les entreprises pharmaceutiques d'autre. Des accords de préachat qui consistaient en fait, et c'est mieux expliqué dans le document en anglais que dans le document en français. En anglais, on parle du terme de la stratégie de vaccination de-risk. De-risk en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever le risque.
Donc, on a risque et puis on met le dit devant et ça veut dire qu'on enlève le risque. Et c'est exactement ce qui s'est fait. En fait, ce qui s'est fait, c'est que la collectivité a pris sur soi le risque financier, économique du développement des vaccins. Pourquoi? Parce que les vaccins, le développement d'un vaccin en temps normal, si on veut, prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que déjà, le vaccin, ce n'est pas forcément le produit qui rapporte le plus. Deuxièmement, les entreprises veulent bien être sûres de finaliser une étape avant de lancer la suivante. Ici, l'Union européenne a dit, allez-y, ne vous inquiétez pas, même si ça devait ne pas aboutir sur le marché, nous vous garantissons qu'on prenne le risque et le risque commercial en premier lieu. Ensuite, on a été même plus loin. On a dans les contrats pris même une partie du risque en cas de vice caché. C'est-à-dire, ce qui est d'ailleurs pas possible selon la législation européenne parce qu'il y a une directive sur la responsabilité sur les produits. C'est possible aux États-Unis, ce n'est pas possible en Union européenne, mais la Commission européenne a trouvé dans les négociations, si on veut, une échappatoire en disant effectivement la responsabilité légale et civile va rester chez l'entreprise, mais les États membres vont indemniser l'entreprise. Donc, c'est un peu l'accord qui a été trouvé. Donc, c'est une façon de dire formellement, légalement, on va respecter toutes les directives européennes. Il y a des exceptions aussi dans les directives, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais je veux dire, mais la partie financière, si jamais il devait y avoir une responsabilité, non pas pénale, hein, donc il ne s'agit pas de fraude ou quoi que ce soit, il s'agit d'une partie de ce qu'on appelle des vices cachés qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. L'industrie pharmaceutique est venue ici au Parlement, d'ailleurs, nous expliquer le pourquoi de cela. C'était Jean-Stéphane de CureVac, qui est d'ailleurs un ancien de GSK, et le lobby pharmaceutique européen, FPA, nous ont dit vous devez comprendre que ce risque il est trop grand pour nous. Il s'agit de temps jamais vu, il s'agit d'une population à vacciner, donc une quantité de vaccins administrés trop importante. Nous, le secteur privé, on ne peut pas prendre le risque. Okay? Ça veut dire qu'à la fin, on arrive à une situation où, en réalité, on a payé, ou des fonds publics ont payé la recherche et le développement, en grande partie, parce que la question est posée, qui paye la recherche et le développement? Ici, en l'occurrence, pour les nouveaux vaccins, notamment pour l'ARN messager, on sait que ça a été des fonds publics. La structure de l'ARN messager a été développée dans les années 60 à l'université de Cambridge par des fonds publics. On a eu ensuite les deux chercheurs, Weissman et Carico, qui ont, à l'université de Pennsylvanie, développé l'application, disons, plus médicale. Mais aussi, encore une fois, ces gens-là ont reçu, je pense, 20 millions du gouvernement américain pour leur recherche. Donc, encore une fois, on est là. Et on voit qu'après, pour l'application, le développement concret, au-delà des accords de préachat de l'Union européenne, il y a eu le financement de la banque d'investissement, la Banque européenne d'investissement pour BioNTech. Et il y a eu un soutien de, il me paraît, 360 millions environ de la part de l'État allemand pour BioNTech. Pour ne pas parler de l'opération Warp Speed aux États-Unis, où on est à 2 milliards de garanties et de préachats de la part du gouvernement américain. Donc, en gros, nous avons pris le risque d'investissement et le risque commercial. Or, c'est précisément ce risque d'investissement, ce risque commercial qui justifie normalement, dans la doctrine de base des droits de propriété intellectuelle, le risque pris et en échange, voilà, on a une protection pendant X années. Or, comme ce risque-là a été transféré vers la collectivité, je trouve que légitimement, on aurait pu négocier sur la propriété intellectuelle pour en maintenir une partie dans le public ou pour carrément le mettre dans les mains de l'OMS qui a mis un mécanisme, un pool, comme on dit en anglais, un mécanisme de partage de technologie et de connaissances déjà en avril. Il y a une légitimité même d'un point de vue strictement économique et légal. Donc, je trouve que là, on est dans une situation particulière. Ce n'est pas comme ça pour tous les médicaments. Hein. On pourrait discuter médicament par médicament. Pour certains, oui, pour d'autres, pas. Et puis, il faudra encore voir si on doit adapter le modèle. Mais ici, très spécifiquement pour le vaccin dont on parle, c'est la question à laquelle on est confronté. Or, dans tous les contrats, effectivement, on voit qu'il y a un passage sur la propriété intellectuelle. Donc, ça a été négocié, ça fait partie des négociations. Ce n'est pas que c'était donné d'emblée. Ça fait partie des négociations. D'ailleurs, pour les contrats, comme on est avec la CGT Sanofi, la Commission européenne vient de publier une version censurée, bien évidemment, mais du contrat entre Sanofi GSK d'une part et la Commission européenne d'autre. Ça vient d'être publié ce soir, cet après-midi, donc je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais
Oui, ça prend quand même, c'est quand même 60 pages, donc ça prend un tout petit peu de temps d'analyse, mais disons qu'il est là, voilà, c'est pas une coïncidence, on a un grand débat demain en plénière, donc évidemment la commission fait le coup de pub toujours juste avant, quand il y a moyen d'annoncer, comme ça demain elle peut dire, nous avons d'ailleurs mis à votre disposition, etc. Donc tout cela étant dit, même d'un point de vue strictement pharmaceutique, strictement du secteur, je trouve qu'il y a une légitimité de dire nous devons l'ouvrir, ce brevet, et le mettre à disposition. Je trouve d'ailleurs que c'est plus intéressant de le faire de cette manière-là que d'utiliser les flexibilités de l'accord ADPIC. Pourquoi? Les flexibilités de l'accord ADPIC, donc l'accord ADPIC, la protection, disons, des droits de propriété intellectuelle, fonctionnent au cas par cas. Ici, nous avons besoin de quelque chose qui est global sur un médicament, mais qui est global et le plus vite possible. Et donc, je trouve à ce niveau-là, la proposition sud-africaine et indienne, qui est aussi portée par l'initiative citoyenne Right to Cure au No Profit on Pandemic en Union européenne, je trouve, est plus intéressante parce que ça dit, écoutez, situation exceptionnelle, remède exceptionnel. Et puis, il faudra discuter après de l'ADPIC et des exceptions. L'article 31 bis, d'ailleurs, comme vous le savez, l'Union européenne n'a pas accepté et refuse de l'appliquer, ce qui est, à mon avis, regrettable. Mais je trouve qu'il y a là une légitimité de secteur. Mais il y a deux autres arguments qui ont déjà été évoqués qui me semblent importants. Tout d'abord, la raison pour laquelle ça doit être un bien public, c'est qu'aujourd'hui, on a une pandémie où il y a encore des milliers de gens qui meurent et nous avons quelque chose qui peut nous donner un coup de main à en sortir rapidement. Alors, le sens commun, ou le bon sens plutôt, ce n'est pas forcément le sens commun, mais le bon sens dirait on diffuse cela un maximum, le maximum possible, pour sauver des vies, pour permettre… Et deuxièmement, il y a quand même une justification, et je vais en rester là. Une autre justification, je trouve, qui est d'un point de vue économique. Donc, on voit qu'il y a même des gens de droite qui soutiennent le fait d'en faire un bien commun. Pourquoi? Dans un souci, disons, de crise capitaliste généralisée. Parce que vous savez, déjà avant la crise Covid, nous parlions d'un point de vue économique d'une crise qui s'annonçait, une crise qui était là depuis quelques années et qui commençait à se démontrer. Aujourd'hui, il est très clair que même si on arrive à vacciner toute l'Europe est vaccinée demain. Si les Africains ou d'autres continents n'ont pas accès au vaccin, il est très clair que ça va avoir un impact durable sur l'économie globale. Donc, pensez, le nationalisme du vaccin, il est même économiquement extrêmement borné. Et donc, c'est même d'un point de vue tout simplement économie globale, c'est favorable d'en faire un bien commun. Donc, je vais en rester là, mais je trouve que ça, c'est important. Et donc, notre reproche principal, je suis désolé, c'est les désavantages des lumières automatiques au Parlement. Quand on ne bouge plus, les lumières s'éteignent. Je suppose que c'est pour que certains députés puissent se reposer si jamais, mais bon, ça reste un tout petit peu bizarre. Et donc, non seulement elle a cédé, disons, beaucoup aux entreprises pharmaceutiques, je pense que sur la clause essentielle, où elle aurait pu négocier quelque chose, elle ne l'a pas fait. Et ça, c'est la clause des brevets. Et on voit peut-être comme contre-exemple, effectivement, je pense que ça a été mentionné tout à l'heure, le vaccin Moderna, qui a été développé par, en Belgique on dit 99, mais chez vous ça doit faire 99, voilà, % de fonds publics, en partie à travers des fondations, mais quand même 99% de fonds publics. Et 1%, il me paraît, de la chanteuse Dolly Parton, dont je suis depuis fan. Le gouvernement américain a maintenu des droits pour récupérer une partie du brevet, ce qui me semble logique. La Commission européenne ne l'a pas fait. Et je dis la Commission européenne, mais je ne suis pas tout à fait honnête en disant cela, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même un comité de supervision, d'accompagnement, disons, de contrôle, où étaient représentés les États membres. Donc, les États qui aujourd'hui disent c'est la faute à la Commission européenne, moi je suis très critique de la Commission européenne, je suis très critique de ces contrats, mais les États et les gouvernements nationaux étaient là pour suivre et auraient pu dire non ou pas. Bon, c'est peut-être moins vrai pour un petit pays comme, je ne sais pas, la Belgique, la Lituanie, etc., dont le poids spécifique est moins important, mais c'est certainement vrai pour des grands pays comme l'Allemagne, qui est très critique aujourd'hui vis-à-vis de la Commission européenne, l'Italie, la France, etc.
Donc, je trouve qu'il y a là aussi, malheureusement, et je pense que c'est une vision, on peut y revenir tout à l'heure, c'est une vision idéologique partagée sur un partenariat, comment dire, l'industrie pharmaceutique, c'est toujours un partenaire, on peut faire confiance. Je pense que la Commission européenne, quand AstraZeneca est venue ici et a malmené la Commission européenne en disant on fait fuiter des clauses secrètes, on ne vous livre pas ce qu'on a promis, de toute manière on ne se présente pas à la réunion quand vous le demandez, je pense que la Commission européenne, en partie, était choquée. Hein. Elle ne s'y attendait pas. Elle a dit non, mais vous êtes nos partenaires, qu'est-ce que vous nous faites? Et cette vision idéologique qui est en dessous de cela, qui transperce la Commission européenne, les institutions européennes, a causé des dégâts maintenant. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé, j'ai dépassé de 2 minutes mon temps. Pardon. Si je peux risquer un tout petit mot, une chose qui est surprenante pour les juristes, c'est que dans les contrats, apparemment, je ne les ai pas vus, mais dans les contrats de la Commission européenne, il ne semble pas qu'il y ait de clause de pénalité pour les retards de livraison ou des choses comme ça, ce qui est très surprenant parce que dans n'importe quel contrat, on trouve ça. Juste, mais peut-être rapidement, il y a des petites clauses de pénalité, mais elles ont été formulées de telle manière qu'il est très, très facile de les éviter. Ah bah donc, voilà. Quand vous lisez, vous pouvez voir les contrats, enfin les 3 contrats, donc vous allez voir tout de suite quand vous lisez ça d'un point de vue juridique, voilà, vous voyez très bien qu'il y a moyen de faire la petite pirouette et d'éviter la pénalité. Et dans le cas d'AstraZeneca, il y a notamment cette clause du meilleur effort, qui n'est pas que pour le développement des vaccins, malheureusement, qui était aussi pour l'après, qui évidemment offre une échappatoire énorme. Voilà, mais je suis désolé, je ne voulais pas. Merci Marc Botinga de nous avoir bien expliqué à quel point le rapport était quand même déséquilibré entre les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs politiques européens concernant ces contrats. Alors Thierry Baudin, j'imagine que ces interventions suscitent chez vous beaucoup de réactions, donc je vous passe la parole sans plus tarder pour une dizaine de minutes. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Je remplace un peu au pied levé Jean-Louis Perrin qui a des problèmes de santé, mais déjà quelques remarques. Au regard de cette pandémie, on considère, et à juste titre, qu'il y a des enjeux majeurs de santé au niveau planétaire, et je pense que c'est le cas. Et dans ces cas-là, il faut qu'on puisse disposer de l'ensemble des moyens permettant d'éradiquer ce virus, et donc qu'un vaccin soit disponible pour l'ensemble des populations, populations du Sud comme les populations riches. C'est en ce sens que nous, au niveau de la CGT Sanofi, on s'est battu pour qu'il y ait même une réquisition de l'outil de production, vu qu'il y a eu un échec au niveau, pour l'instant, du vaccin de Sanofi Pasteur, pour que l'outil de production, avec évidemment la transposition industrielle, le transfert technologique qui est nécessaire par rapport à ça, puisse évidemment intervenir pour pouvoir produire des doses suffisantes. Et des doses suffisantes pour l'ensemble, car les risques quand même, c'est que ça mute, et que ça continue à muter. Et si les pays riches étaient vaccinés, ok, la population, mais s'il y a des variants, comme ça se développe en Afrique du Sud, au Brésil ou ailleurs, qui à un moment font que le vaccin n'est plus efficace, on voit quand même les dangers majeurs, et qu'ils soient surtout encore plus virulents qu'il ne l'est, il y a quand même des enjeux planétaires. Et pour reprendre justement une des phrases de Jean-Louis Perrin, qui est le coordonnateur CGT maintenant du groupe Sanofi, il disait « On était bien capable, durant la guerre 14-18, de réquisitionner des usines pour fabriquer des armes pour tuer les compatriotes, et maintenant on ne serait pas capable de réquisitionner des centres de production pour pouvoir soigner la planète. » On vit quand même avec… c'est incroyable, quoi. Ce à quoi on assiste, est tout simplement au nom du fait que l'ensemble des acteurs sont des acteurs privés concernant quasiment privés concernant le développement et la production des vaccins. Et c'est là qu'il y a un problème de fond. J'entends bien le débat sur les brevets, c'est pas forcément… ça a été un outil qui a été, oui, à la Révolution, qui a été développé, ainsi de suite, pour mettre justement à disposition de tiers et défendre la propriété intellectuelle, mais dans un souci de bien commun. Là, c'est pas dans ce souci-là. Là, très clairement, on est face à une situation où il y a un monopole quand même de l'industrie pharmaceutique face à cette situation. Alors pourquoi ?
c'est qu'on n'a pas d'entité au niveau mondial, on n'a pas d'entreprise publique ou de pôle public ou ce qu'on veut concernant la production réellement de médicaments et de vaccins. Donc, les entreprises privées, c'est extrêmement facile pour elles, font appel à la recherche publique dans tout ce qui est découverte. Nous, on a un exemple, pas dans le domaine du vaccin, mais dans le domaine très clairement pharmaceutique. Sanofi vient d'abandonner complètement toute recherche sur la maladie d'Alzheimer. Bon. On peut se poser des questions, est-ce que l'Alzheimer, c'est vraiment une maladie ou autre? Mais en tout état de cause, pourquoi ils ont dit? Parce qu'au niveau des connaissances scientifiques fondamentales, ce n'est pas assez poussé, donc nous, on ne va pas investir d'argent dans des études de recherche à partir du moment où on n'a pas un retour sur investissement qui soit garanti dans les 5 à 10 années à venir. Donc, c'est très, très clair. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une avancée scientifique qui soit fondamentale, comme c'était le cas avec l'ARN messager ou d'autres, au niveau du public. Et à ce moment-là, à partir des startups qui vont se créer ou autres, eh bien, on va récupérer la mise au niveau, c'est ce qu'on a dit, on privatise les profits et on socialise les pertes. Mais est-ce que ça, c'est logique au niveau planétaire? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société pour demain, pour nos populations au niveau mondial? C'est là-dessus que nous nous battons au sein de notre organisation syndicale et pour faire en sorte qu'il y ait une autre stratégie, évidemment, au niveau du groupe. On ne se leurre pas, hein, ça a été annoncé il y a 2 jours, les résultats financiers du groupe Sanofi en pleine pandémie. Bon, ça explose, hein, soyons clairs, les dividendes explosent et en même temps, ils restructurent à tout va les activités et tout particulièrement les activités de recherche. Tout ce qui est axe thérapeutique qui est jugé comme financièrement moins rentable est abandonné. On garde que la médecine de spécialité sur ce qui est le plus profitable. L'ancien directeur général disait on ne peut pas être absent du marché de l'immuno-oncologie. Il n'a pas dit il y a nécessité de soigner les cancers parce que c'est un problème majeur de santé publique. On ne peut pas être absent du marché. C'est-à-dire de la rentabilité financière qu'on peut faire autour de cette maladie. Donc, on en est là, et tous les labos pharmaceutiques procèdent de la même manière. Donc, la question du pôle public s'impose, mais alors après, qu'est-ce qu'on y met dans le pôle public? Le pôle public, pour nous, c'est pas forcément, on peut l'appeler pôle public de la santé, comme une autre fédération incorporant le médicament, ou pôle public du médicament. On parle souvent, nous aussi, d'appropriation sociale par rapport à cette question-là. Pourquoi? Parce que la situation, elle est très claire. Soit on a un outil scientifique, industriel, des expertises, des savoir-faire. Pourquoi faudrait-il le laisser simplement au privé alors qu'on aura extrêmement de mal à pouvoir développer un outil de recherche jusqu'à la production et le développement public? C'est une question qui est une question de fond. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut partir de l'existant et qui est privé et quelque part, au nom de l'intérêt général, voir comment on peut obtenir une appropriation sociale? Il y a une certaine époque, on appelait ça nationalisation, même si c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais cette question-là, pour nous, elle doit être posée, elle doit être mise sur la table. Sinon, on sera toujours dépendant, de toute façon, de la logique financière des laboratoires. Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur le rôle de la BARDA, enfin, bon, ça a été dit comme ça, en gros, l'organisme public américain qui a financé le développement des vaccins aux US en contrepartie, quelque part, d'avoir des doses qui soient assurées en priorité à l'Amérique. C'est là-dessus que le PDG de Sanofi, enfin le directeur général, avait rebondi en disant bah oui, de toute façon, les Américains, ils font ça et l'Europe ne fait pas. L'Europe va faire la même chose. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution de faire en sorte que, en gros, le financement public revienne toujours à financer le privé, le développement du privé, qui va pouvoir assurer derrière des rentabilités très élevées sur le dos, on l'a dit, des systèmes de santé, sur le dos des populations, et sur l'impossibilité, parce que ce système-là, ça ne va pas permettre de financer le vaccin pour les pays du Sud. Hein. Le BARDA.
Ce qui est envisagé, c'est simplement les États-Unis. Est-ce que c'est ce que nous voulons, nous? On a quand même une volonté, que ce soit à l'échelle planétaire, qu'on arrive à soigner ou à vacciner les populations. Donc, ça ne peut pas être la solution, le système BARDA, qui est un financement public. Charlotte Balavoine le mettait tout à l'heure à juste titre sur le brevet, et puis après je m'arrêterai là, c'est que je crois que c'est même pas les années 80, Charlotte, je crois que c'est dans les années un peu plus tard, un peu plus tôt, je veux dire, dans les années 60, le vaccin, le brevet sur les médicaments n'existait pas. Ça n'existait pas. Bon, on a fait quand même des avancées scientifiques qui étaient majeures. Donc, il y a des questions quand même à se poser autour de cette question-là. En tous les cas, nous, on les pose. Et n'oublions pas quand même qu'il y a eu aussi des chercheurs qui, à travers, dans la planète, sur le vaccin contre la polio, ont décidé que le vaccin, ils ne le brevetteraient pas et qu'il serait accessible à tous. Et c'est en grande partie comme ça que la polio est maintenant en grande partie éradiquée au niveau de la planète. Donc, il faut aller vers cette conception humaniste, cette conception qui est de l'intérêt général, et c'est dans ce cadre-là que nous nous battons pour notre part. Alors, on se bat pour la défense évidemment des emplois, mais on se bat pour avoir une entreprise qui réponde à des enjeux de santé publique avec une finalité qui soit là, voilà, cette réponse-là, et pas la finalité d'enrichir quelques actionnaires hyper privilégiés ou les fonds de pension comme BlackRock et ainsi de suite. On est un peu seul comme organisation syndicale, un peu avec Sud quand ils sont présents dans quelques endroits, et c'est bien dommage parce qu'on aurait vraiment besoin d'avoir un élan. Et c'est ça qui fera gagner. Hein. C'est l'élan populaire qu'il y a. C'est quand les populations vont s'en mêler, si les politiques s'en mêlent, et l'initiative de l'ICE européenne est absolument indispensable à ce niveau-là, et puis d'autres dans ce sens, c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, la direction de Sanofi a un ennemi, c'est bien la CGT de Sanofi. Et elle nous le fait bien savoir. On peut vous le dire. Mais nous, on ne lâchera pas. Voilà, on va continuer à se battre parce que c'est de l'intérêt général. Merci Thierry Baudin. Jérôme Martin a levé la main pour réagir tout de suite. Donc, je vais vous passer la parole. Merci aussi Thierry d'avoir répondu à la question de Charlotte qui était posée dans le chat. On a d'autres commentaires aussi qui évoquent notamment le cas de médicaments produits par Gilead et des prix de traitement contre l'hépatite C qui est un véritable scandale. Donc, peut-être vous pourrez aussi apporter des éléments de réponse. Jérôme Martin, vous souhaitez réagir? C'était sur cette question, en fait, j'avais déjà vu les questions et je voulais me saisir de l'exemple qui était donné par une des personnes qui écoutent de Gilead et donc du sofosbuvir, un médicament innovant contre l'hépatite C, qui doit être vendu en France aujourd'hui à 45 000 €, je crois, le traitement pour de 3 semaines, alors qu'on le trouve chez des génériqueurs à 200, 250 €, même parfois beaucoup moins. Et en sachant que les calculs qui avaient été faits de coût de production de ce médicament par le pharmacologue Andrew Hill indiquent bien que même avec 150 €, 200 €, les génériqueurs se font une marge confortable. D'accord, et sa méthode de calcul est vraiment extrêmement fiable et experte. La personne qui cite cet exemple fait référence au livre d'Olivier Maguet sur ce scandale-là. Et le travail d'Olivier Maguet s'appuie notamment sur un rapport qui a été fait par Médecins du Monde, par ma collègue et amie Pauline Londex, avec qui on a créé l'Observatoire et qui avait fait tout ce travail-là autour des prix. Si j'insiste sur ce point-là, c'est pour bien montrer que là, on a un exemple typique de prix totalement illégitime. Et tout à l'heure, Danny Cohen vous posait la question de comment c'est négocié. En fait, ce n'est pas la sécurité sociale qui négocie, c'est en France en tout cas, c'est au sein du comité économique des produits de santé. Oui. Et comme Christelle l'a rappelé, ça se fait avant tout en fonction d'une sorte de jeu de passe-place. Et notamment pour Gilead, ça a été très très clair. C'est-à-dire que Pauline Londex, mon amie, l'avait interpellée en 2012-2013 dans une réunion en Thaïlande, pourquoi c'est si cher, et que la réponse du responsable de Gilead, ça a été de dire « Ah ben, vos greffes de foie coûtent tant, donc même avec 80 000 €, vous êtes gagnant. » Donc c'est ce système-là qui ne va pas du tout. Et si j'insiste là-dessus, c'est que on a bien vu qu'il peut y avoir des différences de perspective et éventuellement des différences de constat dans certaines interventions, ce qui ne me gêne pas du tout, mais je pense qu'il faut être très, très clair sur où vont les divergences. Par exemple, quand on me dit que la Commission européenne a bien négocié parce que les États-Unis ont payé plus cher, moi j'ai en fait un souci avec cette présentation-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis ont eu
C'est la loi de l'offre et la demande. Celui qui peut le payer plus cher les a plus. Résultat, les pays les plus pauvres ne peuvent pas. Est-ce que c'est le système qu'on veut? Et c'est tellement pervers ce système dans le cadre de la crise actuelle que l'Afrique du Sud, pour avoir des médicaments, alors même qu'elle nous les exporte à nous, pour avoir des médicaments, est obligée d'importer à certains producteurs 2 fois plus cher que l'Europe. Voilà, donc ça c'était un premier élément. Et l'autre élément peut-être aussi au niveau du constat qui n'est pas partagé, et ça me semble vraiment bien de mettre les divergences d'analyse, parce que là, ce n'est pas qu'une opinion, c'est vraiment une vision sur ce que l'est la licence d'office. Pour moi, la licence d'office, et de ce qu'on voit, la licence d'office l'article n'est pas mal fichu. Ce n'est pas pour ça qu'elle est si peu utilisée dans le domaine pharmaceutique. Elle est utilisée dans d'autres domaines industriels, pas quotidiennement, mais très, très souvent. Les pays riches, les États-Unis, le Canada, Israël, l'Australie l'utilisent, par exemple, dans l'aéronautique, quand il s'agit de faire sauter des brevets pour plein de composants. Voilà, sur un élément, il y a plein de composants, et donc on fait sauter les brevets, il y a des contrats qui sont faits, des royalties qui sont donnés. Quand c'est dans l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas tant la rédaction même qui pose problème, ce sont les pressions qui sont exercées sur les pays qui veulent le faire. En 2007, par exemple, la Thaïlande émet une licence obligatoire sur le Kaletra, un médicament contre le VIH, détenu par le laboratoire Abbott. Abbott déclare, avec des pressions américaines à l'époque, donc de George Bush, c'était la fin du mandat de George Bush, donc des pressions commerciales, mais Abbott déclare, on n'enregistrera plus nos nouveautés thérapeutiques chez vous, notamment une version pédiatrique du même médicament. Et ils n'ont levé cette sanction que sous la pression internationale des activistes. Donc, pour moi, la licence obligatoire, ce n'est pas tant le rédactionnel, il y a toujours des choses à améliorer. Là, si on regarde et l'article dans les accords ATPIC et sa réinscription dans la loi française, on coche toutes les cases avec la pandémie. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas maintenant, jamais on ne l'utilisera. En matière d'urgence sanitaire, en matière de défaut de production industrielle, par exemple, qui sont parmi les critères. Donc, il y a plein de choses qui s'opposent aux licences obligatoires, mais qui sont de l'ordre du rapport de force politique et pas, à mon avis, du pur droit. Et c'est important à voir aussi, c'est que pour ce qui a été dit, M. Bodinga, sur la déclaration à l'OMC qui est plus ou moins intéressante, à mon avis, elle est très, très intéressante, il faut absolument la soutenir, cette déclaration. Mais je pense qu'il ne faut pas, dans la situation où on est, mettre en concurrence les possibilités et les pistes. Voilà, on a cette possibilité-là de demander, elle n'est pas prise. Pourquoi? La déclaration, par exemple, à l'OMC, la proposition qui a été faite à l'OMC, elle ne résoudra pas à court terme le défaut de production. C'est-à-dire qu'elle va permettre, elle sera super intéressante, elle va permettre de faire circuler la technologie beaucoup plus vite, de recourir à des importations, mais le défaut de production, elle ne la résoudra pas. La licence obligatoire donne un peu plus d'avantages pour ça, à partir du moment où on aura un pays producteur. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses, il faut les défendre chacun à leur niveau. De la même façon qu'on pourra tout à fait dire qu'une licence obligatoire, elle ne sert pas à grand-chose si on n'a pas des génériqueurs, des producteurs de copies. Or, avec le système de concentration du marché, voilà, si je générique tel médicament, si aucun producteur génériqueur ne veut me le vendre parce qu'il est tenu par des accords avec les laboratoires de marque, ben là, je suis bloqué aussi. La seule solution pour s'en sortir, c'est un pôle public du médicament ou, comme l'a rappelé Thierry, une appropriation sociale du médicament. Donc, si j'insiste là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait un conflit, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les solutions et les pistes. Il y en a certaines qui s'adaptent à telle et telle solution. Je ne sais pas si je peux... Allez-y, Dany, bien sûr. Oui, je voudrais dire, quand même, je ne sais pas si on a une différente perspective, mais je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on est parti d'une question qui était formulée en termes généraux, et c'est pour ça que j'ai pris cette position, à la question du vaccin, et en particulier du vaccin contre le Covid. On a posé la question au départ en termes généraux. Donc, est-ce que, en général, tout médicament et tout vaccin doit être un bien commun? Maintenant, dans la situation particulière dans laquelle on est, c'est complètement différent. On est tous d'accord sur ce point. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas en train de défendre ce système. Je suis juste en train de dire... Moi, je suis tout à fait partisan d'un autre système, mais je suis en train de dire qu'il faut prendre les choses comme elles sont au jour où nous parlons. Donc, si on me dit qu'on va prendre les choses différemment, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire par là, il y a à l'automne, le Premier ministre a dit on va recruter 10 000 policiers. C'est un choix politique. C'est un choix politique de dire qu'on va mettre de l'argent dans quelque chose comme ça plutôt que de le mettre dans la recherche. Il faut quand même voir qu'en France, et là je suis quand même enseignant-chercheur, un enseignant-chercheur commence
à des tarifs monstrueusement bas. Et ce n'est pas étonnant s'ils vont dans des pays comme les États-Unis où ils sont payés convenablement par rapport à tous les aléas, le niveau d'études, etc. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est important. Moi, je suis tout à fait partisan que la puissance publique finance davantage. Le fait est qu'elle ne le fait pas. Donc, tant qu'on n'aura pas changé ça, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. J'ajoute autre chose, c'est que ce qui coûte en matière médicamenteuse, c'est absolument pas la production du médicament, c'est la recherche en amont et tous les échecs dans la recherche en amont. Pourquoi est-ce que dans les années 60, puis après l'allongement du brevet, de la durée du brevet dans les années 80, ça part d'une constatation extrêmement simple. C'est que entre développer un médicament au début du XXe siècle et développer un médicament à la fin du XXe siècle, les dépenses ont monstrueusement augmenté. Donc ça veut dire que moi je veux bien, mais qui finance quoi? Qui finance? Pour le moment, la puissance publique qui, selon moi, devrait financer davantage, ne le fait pas. Et particulièrement en France, elle le fait moins qu'en Allemagne, par exemple. Donc, sur ce plan-là, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va changer. Il y a un moment où il faut quand même qu'il y ait des choix politiques qui sont faits. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation qui résulte de choix politiques. Je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que évidemment, quand on prend les exemples qu'on a pris, il y a des abus qui sont absolument monstrueux et je ne prends pas les laboratoires pour des enfants de cœur. Il n'empêche que ce qui compte, c'est d'avoir une vision globale du système et je continue à penser que c'est bien quand des agences publiques mettent de l'argent. Simplement, on ne le fait pas suffisamment. Alors, sur cette question du financement de la recherche qui revient déjà depuis quelques interventions, Jérôme Martin va à nouveau réagir. Effectivement, se pose la question quand même, qui a été soulevée aussi dans le chat, du fait que les laboratoires entendent se rémunérer des investissements qu'elles font par le système de brevets, qui leur permet quand même derrière de générer des profits. Là, on le voit dans le cadre de cette pandémie, qui explose. Pfizer et les autres accumulent des masses financières absolument énormes sur lesquelles il n'y a effectivement aucun contrôle public et aucune possibilité de remettre la main pour financer publiquement des projets de recherche qui répondent plus à l'intérêt général. Peut-être aussi, Marc Odinga, vous pourrez apporter vos éclairages sur ce que pourrait faire l'Union européenne pour tenter de reprendre la main un petit peu sur la recherche et avoir une politique de financement de la recherche. Tout ça est affaire de choix. Jérôme Martin, je vous redonne la parole. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, simplement, peut-être pour rappeler ce dont on parle, par exemple, la licence obligatoire, c'est vraiment l'activisme SIDA qui l'a promu. Alors, pas la rédaction même de l'article, mais c'est vraiment dans le cadre de la lutte contre le SIDA que ça a été beaucoup mis en avant par les activistes des pays du Sud, par les activistes des pays pauvres. D'autres mesures tentant de rééquilibrer un peu le problème que pouvaient poser les brevets, l'application des brevets, comme l'opposition aux brevets existe, elles ne sont pas très intéressantes dans le cas du vaccin, ça existe, c'est aussi des techniques qui ont été développées au Brésil, en Thaïlande, en Inde notamment, pour s'opposer à des brevets jugés abusifs. Voilà, ou en tout cas qui ne répondaient pas à des critères d'innovation ou à des critères de financement. Non, je voulais juste revenir sur la question de la légitimité des brevets. Quand on voit que Sanofi brevette l'insuline, qui est une molécule qui a 100 ans, qui a été vendue par son découvreur 1 euro pour en faire un bienfait pour l'humanité, que Sanofi continue à vendre avec quelques autres multinationales. Moi, je veux bien entendre qu'il y ait eu de l'argent dépensé par Sanofi, mais je veux savoir combien. Je veux savoir combien pour savoir le prix qui est fixé là-dessus. Quand Sanofi prétend, et désolé, puisqu'on a Sanofi avec nous, voilà, on va prendre des exemples de Sanofi, puisqu'on a la CGT Sanofi avec nous. Quand Sanofi prétend vouloir breveter une combinaison d'antituberculose dans un usage pédiatrique, donc ça, c'était tout au long de l'année dernière, alors même qu'elle n'a jamais détenu ces antituberculeux, qui sont dans le domaine public pour certains depuis 50 ans, qu'elle n'a jamais financé, Sanofi n'a jamais financé, et que l'intérêt nouveau de cette combinaison a été trouvé par de l'argent public, l'argent d'United, de la taxe des billets d'avion. Il y a un vrai problème que les demandes soient déposées. Et ils n'ont été retirés, ces demandes, et certains brevets qui avaient été accordés n'ont été retirés que sous la pression activiste internationale, pas par un jeu disant « non, là, ça ne va pas ».
Et le pragmatisme, il est là aussi. Et je pense, enfin, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on est effectivement d'accord sur le fond, mais qu'on peut avoir des divergences par rapport à ça, c'est que ce sont deux pragmatismes qui s'affrontent. Je viens de la lutte contre le sida, il y a aussi une forme de pragmatisme où on a été obligé, notamment les malades des pays du Sud, à intégrer toutes ces parties techniques, juridiques extrêmement complexes pour les rendre les plus effectifs possibles à tel moment. Et où on est obligé systématiquement de naviguer à différents niveaux, au niveau de l'urgence. On vit l'urgence là, mais je peux vous assurer que cette urgence par rapport au sida, elle est la même dans les pays où il n'y a pas accès au traitement, pour l'hépatite C, pour la tuberculose, etc. Et que donc nous découvrons, nous, représentants des pays riches, ce que vivent les gens dans les pays du Sud depuis très très longtemps à cause de ce système, à cause du système qui les en exclut. Et il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce que nous avons laissé faire en matière d'inégalité dans l'accès au traitement, qui fait que ça nous revient à nous aujourd'hui comme un boomerang. Et là-dessus, on a beaucoup de choses, du pragmatisme, des militants de l'accès, dont beaucoup étaient des juristes, parfois improvisés, malgré eux, voilà, et notamment juristes de la propriété intellectuelle. Mais je pense qu'effectivement, pour l'essentiel, on est d'accord. Et voilà, je finis de monopoliser la parole, excusez-moi. Juste une phrase sur les brevets, mais après je me tais. Il y a un problème de fond. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème des offices des brevets. On accorde beaucoup trop facile. Pour donner une idée, quand les brevets sont attaqués en justice, les tribunaux annulent presque la moitié des brevets. Donc ça veut dire qu'on a un problème de fond qui n'est pas le principe du brevet, qui est le fait qu'on brevette beaucoup trop facilement des choses qui ne mériteraient pas de l'être. Et donc là aussi, ça c'est un problème de politique publique, parce que les offices des brevets, c'est public. Tout à fait. Alors, est-ce que, voilà, Marc, vous souhaitez reprendre la parole? Oui, bah, tant qu'on est là. Non, je pense qu'il y a une série de choses qui ont été dites qui sont évidemment intéressantes, mais bon, on peut aller sur le technique. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut au niveau de la recherche, au niveau européen? C'est tout simplement, et je mets tout simplement entre guillemets, évidemment, c'est des conditionnalités par rapport aux fonds qui sont attribués. On peut mettre des conditionnalités. Il y a des ouvertures au niveau, donc on a vu maintenant la Commission européenne a présenté une nouvelle stratégie sur la propriété intellectuelle. Et on a vu dans les derniers appels d'offres par rapport aux médicaments qu'il y a des ouvertures sur les licences non exclusives. Donc, disons que ça offre, enfin, ça ouvre un petit, enfin, ça ouvre la porte, je dis pas à moitié, mais au moins on commence à entrevoir qu'il y a peut-être une porte qu'on pourrait ouvrir. Maintenant, je trouve qu'effectivement, il ne faut pas, et je ne l'ai pas fait, je pense, opposer une option à l'autre. Mais il ne faut pas le faire, je pense, pour les raisons qui ont été invoquées. Parce que je pense que la licence contraignante, par exemple, nous, avec le PTB, on l'a déposée déjà en avril comme proposition au Parlement belge pour l'utiliser dans ce cas-ci. Donc, on est absolument favorable à l'utiliser, mais il faut en voir les limites par rapport à la question internationale. Moi, je me rappelle, on a parlé de la question SIDA, mais quand Nelson Mandela a voulu utiliser la licence contraignante, il s'est retrouvé avec une coalition d'une quarantaine d'entreprises pharmaceutiques qui l'ont traîné en justice. Il faut se rendre compte aussi, quand on parle au niveau global, que pas tous les pays ont le même poids, les mêmes capacités, etc. Et je veux dire, c'est surtout quand on parle de l'Europe, oui, ce n'est pas la licence contraignante, mais il en a parlé, il a essayé de la proposer. Et l'important, c'est le rapport de force. Et donc, c'est très facile quand on parle ici enfin en l'occurrence de la France, mais de l'Europe, on n'a pas la même perspective que certains autres pays. Et il faut voir les débats qui se passent à l'Organisation mondiale du commerce. Il faut voir ce qui se passe là-bas et comment des pays comme le Mozambique, etc., sont remontés et disent nous avons besoin aujourd'hui de cette approche de l'OMC. Maintenant que ça ne résout pas la question de la capacité productive immédiatement, évidemment que non. On aurait dû le faire il y a 6 mois. Ce n'est pas une raison pour ne pas le faire aujourd'hui. Parce que ça, c'est notre gouvernement belge qui est merveilleux, qui dit oui, mais ça ne résout pas tout de suite la question. Oui, c'est vrai, si vous avez fait il y a 6 mois, ça aurait été mieux. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous reportez encore plus la question. D'ailleurs, la Commission européenne a le même problème. Hein. Je fais une liste des excuses qu'elle a invoquées à l'OMC et ailleurs pour ne pas soutenir l'Inde et l'Afrique du Sud. Ça frôle le grotesque parfois. Mais bon, tout cela pour dire qu'en fait, je trouve que c'est un faux débat. Et pourquoi est-ce que c'est un faux débat? Parce que c'est raté, en fait, le moment historique dans lequel nous sommes. Il y a aujourd'hui
besoin de créer, et je pense que Thierry Bodin l'a dit tout à l'heure, un mouvement, un soutien populaire sur le fait que cette monopolisation de la connaissance, cette privatisation de la connaissance est aujourd'hui en train de tuer et causer des victimes inutiles partout dans le monde. Et ça, c'est la question politique sur laquelle on veut foncer. Et ce n'est pas du tout gagné. Ce n'est pas du tout gagné. Ce débat politique, vous menez le débat, c'est toujours oui, mais l'innovation, mais on n'aura plus jamais de vaccin, mais ces pauvres entreprises pharmaceutiques. Il faut se rendre compte que ce débat culturel de lutte politique quotidienne n'est pas gagné. Et que donc, si on va se perdre dans oui, mais est-ce que cet outil est meilleur que l'autre, etc., ce n'est pas le débat à mener. Vraiment, je trouve que ce qui est important de montrer, c'est que nous avons une série d'outils et d'instruments techniques qui sont là. Et que donc, les gens qui disent que ce n'est pas faisable, ils ont tort. Les entreprises qui ont dit, oui, mais il n'y a que nous qui pouvons le faire, on peut le faire que dans la petite usine à Purs, dans les Flandres belges, sinon le vaccin Pfizer peut être produit nulle part. On nous l'a sorti, hein. On voit bien aujourd'hui que c'est faux, on savait que c'était faux, mais bon, voilà. Mais tout ça, c'est un combat culturel, politique, idéologique à mener sur le rôle du secteur privé, sur le rôle du secteur public, sur le droit à la santé, tout simplement au niveau mondial. Et c'est pour ça que moi, je suis moins, comment dire, je pense que le débat, par exemple, de ce que moi je retiens de la lutte de Nelson Mandela, c'est cette mobilisation populaire et cette hargne de cette coalition de 40 entreprises contre cette lutte populaire. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Et c'est ça la question fondamentale sur laquelle… Et donc, après, il y a tout le côté technique, juridique, légal, etc. Et nous devons être à point là-dessus. Et nous devons les connaître, nous devons voir les différents mécanismes avec leurs points forts, leurs points faibles. Très bien. Mais essayons aujourd'hui de gagner le débat politique parce que ça n'a jamais été aussi favorable. On a des millions de gens qui ont été enfermés pendant des semaines, des mois entiers dans leur truc et qui aujourd'hui voient finalement pour la première fois peut-être qu'il y a cette question-là. Et ça, c'est une opportunité à ne pas rater. Parce que moi, j'ai travaillé dans les ONG avant d'être élu et je peux vous garantir, trop souvent, on prêchait pour très peu de gens. Eh bien, aujourd'hui, le rôle et le problème de notre modèle, pas que d'ailleurs sur le côté pharmaceutique, mais sur beaucoup d'autres domaines aussi, de notre modèle économique et social est débattu comme jamais avant. Et ça, je pense que c'est le point à ne pas rater aujourd'hui. Voilà, je voulais juste le faire parce que c'est un combat de tous les jours quand on discute au niveau Parlement, mais aussi avec les gens. C'est vraiment, mais je pense, j'ai jamais eu autant d'espoir en fait quand je vois les modèles qu'on voit et aussi ce que Thierry Bodin tout à l'heure a dévoilé sur les débats vraiment au sein de Sanofi même où on voit ce contraste entre des chercheurs qui veulent quelque chose et le syndicat qui se bat et d'autre part les intérêts des dividendes et des actionnaires. Donc ce moment-ci historique, il ne faut vraiment pas le rater. Voilà, merci. C'était juste ce que je voulais ajouter. Je voulais dire strictement la même chose, tout à fait d'accord avec Marc Botanga. On n'a jamais eu l'opportunité. Enfin, si on n'y arrive pas là, la fenêtre de tir, elle ne s'ouvrira pas de sitôt. C'est-à-dire que là, on a des possibilités de gagner des choses, que ce soit sur les licences obligatoires, que ce soit sur les questions des brevets, que ce soit sur le pot public de médicaments ou autre. On a des possibilités de gagner des choses. Alors, il faut vraiment qu'on pousse, quoi. C'est un enjeu de société majeur, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord. Je voudrais simplement rajouter que le moment est historique, mais comme je l'ai indiqué, d'autres l'ont vécu avant nous. Pas pour les mêmes pandémies, mais pour les mêmes raisons et pour les mêmes causes. Qu'ils ont, depuis 25 ans, fait ce travail de mobilisation, qu'il y a énormément de choses à tirer d'eux. On n'est pas en train d'inventer à partir de rien. Sur les licences obligatoires, sur les oppositions au brevet, sur le lobby auprès de l'OMC pour obtenir de bonnes déclarations, sur le pôle public du médicament. Au Brésil, sans les activistes, il n'y aurait jamais eu de production publique pareille en Thaïlande. Donc, il y a ça aussi. Il faut faire attention avec l'idée de c'est un moment historique. On a l'impression que c'est la première fois pour nous, Européens des pays riches. Mais ensuite, pour le reste, je suis tout à fait d'accord. Mais gagnons aussi du temps et de l'énergie en regardant le travail qui a été fait par d'autres et acceptons que pour une fois, le transfert des idées vienne du sud et des pays pauvres vers les pays riches.
Eh bien, ça, c'était vraiment une très belle intervention pour apporter des éléments de conclusion, parce qu'on s'approche de la fin de notre séance, malheureusement. Effectivement, on a beaucoup à apprendre des combats qui ont été menés au Sud et qui continuent à l'être depuis des décennies pour que les populations aient accès à ce droit à la santé. Simplement, je signalerai qu'on a François Caldor qui a exposé les détails techniques concernant l'article 31 de l'OMC pour permettre la levée de la propriété intellectuelle. Donc, j'invite l'ensemble des participants à regarder dans le temps qui reste le détail de ces aspects techniques. Et puis, également, vous remercier tous pour avoir insisté sur cette bataille politique d'ampleur que l'on doit tous mener, et féliciter tous les acteurs qui sont investis dans ces campagnes, acteurs de la société civile, parlementaires, organisations politiques et syndicales à l'échelle de la France, mais aussi européenne et mondiale. Donc, on l'a bien vu ce soir, et qu'il ne s'agit pas effectivement de mettre en concurrence les différentes pistes, mais bien de toutes les solliciter au même niveau et de leur donner toute l'ampleur qu'elles méritent pour qu'on puisse avoir des avancées décisives au service de l'intérêt général. Donc, malheureusement, on s'approche vers la fin de notre rencontre de ce soir. Je remercie les participants d'avoir suivi la séance. Je vous remercie, vous, intervenants, pour la qualité de vos propos, de vos propositions, de vos analyses et la diversité de vos profils aussi. Je crois que ce soir, ça a été très enrichissant. Vous pourrez retrouver l'enregistrement vidéo de cette séance bientôt sur YouTube. Donc, je vous invite à la partager quand elle sera prête. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres thématiques tout au long de l'année et des mois à venir dans le cadre de ce nouveau séminaire face à la pandémie des choix de société. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à vous et merci à tous les autres intervenants. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Merci.